Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration approfondie consacrée aux épinards. On a souvent cette image un peu fade, ou alors celle de Popeye, ou juste un légume vert parmi d'autres. Mais voilà, les sources qu'on a étudiées, elles, racontent une histoire bien différente. Une histoire de super pouvoir nutritionnel caché en fait. Exactement. On va se pencher aujourd'hui sur leurs propriétés antioxydantes. C'est assez fascinant quand on creuse un peu. On va donc analyser ça de près en s'appuyant sur des recherches scientifiques solides pour voir ce qui rend ce légume si spécial. Tout à fait. L'objectif, c'est d'abord d'identifier les stars, les principaux antioxydants présents dans l'épinard. Ensuite, de comprendre leurs effets concrets. Pour les yeux, on va voir, mais aussi le foie, le cœur. Et puis, un point essentiel, comment notre corps arrive à les utiliser. C'est la question de la biodisponibilité. Et bien sûr, quelques petites précautions à connaître. Ok, super programme. Alors, décortiquons ça ensemble. Cette richesse en antioxydants, c'est vraiment le truc qui saute aux yeux dans les papiers. Qu'est-ce qui fait que les épinards sont une telle bombe, disons ? Le premier point, c'est la concentration vraiment élevée de deux caroténoïdes bien particuliers, la lutéine et la zéoxanthine. Ce sont des pigments de la famille des xanthophiles, des caroténoïdes oxygénés si on veut. Et les épinards, ils sont parmi les champions, avec quasiment 12 000 microgrammes pour 100 grammes d'épinards crus. 12 000 microgrammes, c'est énorme ça. Mais concrètement, elles servent à quoi ces xanthotrucs ? Ah oui, xanthophiles. Alors, leur rôle le mieux connu et franchement le plus passionnant, c'est pour nos yeux. Elles ont cette capacité unique à aller se concentrer dans une toute petite zone de la rétine, la macula. Elles forment ce qu'on appelle le pigment maculaire. Ah oui, et ça fait quoi ce pigment ? Eh bien, il agit doublement. D'abord, comme un filtre, un peu comme des lunettes de soleil internes, qui bloquent une partie de la lumière bleue qui peut être nocive à long terme. Et ensuite, comme un puissant antioxydant local, directement là où il faut protéger les cellules sensibles de la rétine. Des lunettes de soleil interne. J'aime bien l'image. C'est assez parlant. C'est exactement ça. Et les études le confirment. On voit que manger des épinards, même sous forme de poudre concentrée dans certaines études, ça augmente vraiment la densité de ce pigment protecteur. Ça améliore aussi les marqueurs antioxydants qu'on mesure dans le sang. Même un petit apport régulier, genre 5 mg de lutéine par jour via les épinards, ça suffit pour voir les taux grimper dans le plasma sanguin. D'accord. Donc, premier super pouvoir identifié, cette protection ciblée pour les yeux. Mais les sources, elles parlent aussi d'autres éléments dans l'équipe antioxydants des épinards, non ? Ah oui, absolument. Ce n'est pas juste la lutéine et la zéaxanthine. On a aussi de la vitamine C, qui est elle-même antioxydante et qui en plus aide à régénérer la vitamine E. Et la vitamine E, elle aussi, est présente. Elle est super importante pour protéger les membranes de nos cellules. Et il y a aussi des précurseurs du glutathion. Le glutathion, notre super antioxydant maison en quelque sorte. Exactement. Les épinards fournissent des briques pour le fabriquer. Et puis on trouve toute une gamme d'autres molécules intéressantes, des flavonoïdes comme la quercétine, le camphénol, d'autres caroténoïdes comme le bêta-carotène. Waouh, ça fait pas mal de monde dans une simple feuille. Oui. Mais le point qui ressort vraiment des études, et c'est peut-être l'un des plus importants à retenir, c'est l'idée de synergie. L'effet protecteur global des épinards, il ne s'explique pas par un seul de ces composants pris isolément. C'est vraiment l'action combinée de tous ces éléments qui fait la force. L'équipe est plus forte que la somme de ses joueurs, en gros. C'est tout à fait ça. L'épinard, c'est pas juste une liste d'ingrédients. C'est cette combinaison unique, cette interaction entre les composants qui lui donne sa puissance. D'accord, cette notion de synergie est fondamentale. Mais bon, avoir tous ces trésors dans la feuille, c'est bien joli. Encore faut-il que notre corps puisse les récupérer et les utiliser. C'est là qu'on parle de biodisponibilité, j'imagine. Ce n'est pas parce que c'est dedans qu'on l'absorbe forcément, n'est-ce pas ? Exactement. La présence ne suffit pas. Le principal obstacle, c'est ce qu'on appelle la matrice végétale. En gros, la structure même de la cellule de l'épinard, ces parois qui peuvent retenir une partie des nutriments, notamment la lutéine. Ah, d'accord. Alors, comment on fait pour déjouer ça ? Est-ce qu'il y a des astuces de préparation, des hacks, comme on dit ? Oui, et heureusement, ils sont assez simples. Premier point, casser mécaniquement ces parois cellulaires. Par exemple, mixer les épinards pour un smoothie ou une soupe. Ça libère beaucoup mieux la lutéine que si on se contente de mâcher les feuilles. Mixeur, ok. Et la cuisson. La cuisson douce, oui, ça peut aider aussi. Une cuisson à la vapeur, par exemple, aide à libérer les caroténoïdes. C'est souvent mieux que l'ébullition prolongée, où certains nutriments, comme la vitamine C, peuvent aussi ficher le camp dans l'eau de cuisson. D'accord. Vapeur plutôt qu'ébullition. Et
J'ai lu aussi qu'il fallait faire attention à ce qu'on mange avec les épinards. Quelque chose sur le gras. Ah oui, ça c'est absolument clé. La lutéine, la zéoxanthine, la vitamine E, le bêta-carotène, tout ça, c'est ce qu'on appelle liposoluble. Liposoluble, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'elles ont besoin de matières grasses pour être correctement absorbées par notre intestin. Donc ajouter une source de bons lipides au même repas, un filet d'huile d'olive, quelques noix, un morceau d'avocat, un œuf, ça peut vraiment booster, voire multiplier leur absorption. D'accord, donc manger ces épinards avec un peu d'huile d'olive, c'est pas juste pour le goût, c'est aussi pour mieux absorber ces fameux caroténoïdes. C'est exactement ça. C'est sans doute le conseil le plus important pour profiter au maximum de ces composés. Inversement, une très très grosse quantité de fibres dans le même repas pourrait théoriquement freiner un peu l'absorption. Mais c'est surtout l'ajout de gras qui fait la grosse différence. Bon, message reçu. On mixe ou on cuit doucement et toujours avec une petite touche de bon gras. Alors maintenant qu'on sait comment mieux les absorber, voyons les bénéfices concrets. C'est là que ça devient vraiment intéressant, je trouve. Quel est l'impact global de tout cet arsenal antioxydant? Il est assez large. Déjà, une protection antioxydante générale qui est solide. On mesure ça parfois avec un score qu'on appelle ORAC. C'est un indicateur de la capacité à neutraliser certains types de radicaux libres. Et celui des épinards est parmi les plus hauts pour les légumes verts, autour de 1515 micromoles TE pour 100 grammes. Et ça, ce score ORAC, on le voit se traduire concrètement dans le corps? Il y a des preuves? Oui, on a des études cliniques qui le montrent. Par exemple, une étude où les participants ont mangé 75 grammes d'épinards par jour pendant 12 semaines. On a observé une réduction des TBARS, ça c'est un marqueur des dégâts causés par le stress oxydatif sur les graisses de nos cellules. Et en parallèle, on a vu une augmentation de l'activité d'enzymes protectrices que notre corps fabrique lui-même, comme la SOD, la superoxyde dismutase. C'est une de nos premières lignes de défense naturelle contre les radicaux libres. Donc oui, ça montre une action protectrice bien réelle au niveau cellulaire. Impressionnant. 75 grammes par jour, c'est pas énorme en plus. Revenons aux yeux si vous voulez bien. On a parlé de ce bouclier de lutéine et zéaxanthine. Le bénéfice est si clair que ça. Ah oui, pour la prévention de certains problèmes liés à l'âge, c'est majeur. En filtrant la lumière bleue et en combattant le stress oxydatif pile au bon endroit, dans la macula, ces composés protègent les photorécepteurs, les cellules qui captent la lumière. Il y a une grosse méta-analyse qui a compilé plusieurs études qui a montré qu'un apport élevé en lutéine et zéaxanthine était associé à une réduction de 26% du risque de développer une DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. La DMLA, c'est une cause majeure de perte de vision après 50 ans, c'est ça, hein? Exactement. Et une autre étude a montré qu'obtenir environ 10 mg de lutéine par jour via les épinards, ça suffisait à augmenter significativement la densité de ce fameux pigment maculaire protecteur. C'est vraiment un soutien précieux pour garder une bonne vision le plus longtemps possible. C'est un argument de poids pour en mettre au menu régulièrement, hein. Et au-delà des yeux, le cœur, notre métabolisme, ils en profitent aussi. Oui, les épinards ont plusieurs cartes à jouer pour la santé cardiovasculaire. D'abord, ils sont naturellement riches en nitrates. Attention, pas les nitrates ajoutés dans les charcuteries, hein, les nitrates naturels des légumes. Ah, d'accord. Et ils font quoi ces nitrates naturels? Dans notre corps, ils sont transformés en oxyde nitrique, le fameux NO. Et le NO, c'est une molécule qui aide nos vaisseaux sanguins à se relaxer, à se dilater, ce qui est super intéressant pour la tension artérielle. Une étude a montré une baisse moyenne de la pression systolique, le premier chiffre, de 5 mm de mercure après seulement une semaine de consommation quotidienne d'un jus d'épinard riche en nitrate. 5 mm de mercure, c'est pas rien du tout ça. Pour quelqu'un qui surveille sa tension, ça peut vraiment compter au quotidien, non? Tout à fait. Surtout si c'est intégré dans une approche globale, une alimentation saine bien sûr. Et puis, il ne faut pas oublier la vitamine K1. Les épinards ont une sens vraiment majeure. La vitamine K1, on la connaît surtout pour la coagulation sanguine, hein. Oui, c'est son rôle le plus connu. Mais elle est aussi essentielle pour la santé des os. Elle aide à ce que le calcium aille bien se fixer dans les os, et pas n'importe où, comme dans les artères. Et si on prend un peu de recul, une autre méta-analyse a montré qu'une consommation régulière de légumes verts à feuilles, dont les épinards font partie, était liée à une réduction de 16% du risque de maladie coronarienne. Donc oui, c'est bon pour le cœur aussi. Cœur, tension, os, la liste s'allonge. Et côté immunité, inflammation, les épinards ont aussi leur mot à dire. Ils y contribuent,
Clairement. D'une part, par leur richesse en nutriments essentiels pour un bon système immunitaire. On a déjà parlé des vitamines C et E, mais il y a aussi la vitamine A, via le bêta-carotène, le magnésium. D'autre part, des études, surtout in vitro pour l'instant, suggèrent que certains composés des épinards ont des propriétés anti-inflammatoires. Ils pourraient aider à calmer le jeu en réduisant la production de certaines molécules qui signalent l'inflammation, comme les cytokines, IL-6 et TNF-alpha. Certains polyphénols des épinards pourraient même inhiber une enzyme appelée COX-2. C'est intéressant, parce que c'est la cible de pas mal de médicaments anti-inflammatoires classiques. Un vrai petit couteau suisse nutritionnel, cet épinard. Alors, les sources insistent pas mal sur un organe en particulier, le foie. Pourquoi cet intérêt spécifique pour le foie? Mais le foie, c'est un peu notre station d'épuration centrale. Il est constamment en première ligne exposé à plein de substances potentiellement toxiques et il subit beaucoup de stress oxydatif. Les épinards semblent lui offrir un soutien sur plusieurs niveaux. D'abord, une action antioxydante directe. Leurs flavonoïdes, leurs caroténoïdes neutralisent directement les radicaux libres qui peuvent endommager les cellules du foie. Et puis, des études montrent qu'ils peuvent aussi booster les propres défenses antioxydantes du foie. Ils aident le foie à produire plus de ses propres enzymes protectrices, comme la SOD, la catalase, la glutathion peroxydase, JPX. Donc il l'aide à mieux se défendre lui-même, en quelque sorte. C'est exactement ça. Deuxième niveau d'action, l'anti-inflammation. En réduisant des signaux inflammatoires comme le TNF-alpha, il limite les dégâts potentiels liés à une inflammation chronique dans le foie. Et ce qui est assez fascinant et que plusieurs études pointent, c'est leur capacité potentielle à activer une voie de signalisation cellulaire très importante qui s'appelle NRF2. NRF2, qu'est-ce que c'est? On peut voir NRF2 un peu comme le chef d'orchestre de la réponse cellulaire au stress. Quand il est activé, il déclenche toute une cascade de gènes qui vont produire des enzymes antioxydantes et protectrices. C'est un mécanisme de défense fondamental et stimuler cette voie NRF2, c'est une stratégie de protection hépatique très prometteuse que les épinards semblent favoriser. D'accord. Action antioxydante, anti-inflammatoire et stimulation des défenses internes. C'est assez complet. Et on parle aussi d'un lien avec la maladie du foie gras. La stéatose hépatique, c'est ça? C'est cette accumulation de graisse dans le foie qui n'est pas liée à une consommation excessive d'alcool et qui est de plus en plus fréquente. Les pistes sont intéressantes. On a une étude sur des souris qui suivaient un régime favorisant la stéatose. Quand on leur a ajouté de la poudre d'épinards, à hauteur de 5% de leur alimentation, ça a réduit de 30% l'accumulation de graisse dans leur foie et ça a amélioré leurs enzymes hépatiques protectrices. C'est intéressant chez l'animal. Et chez l'humain, on a quoi? Chez l'humain, pour l'instant, on a surtout des études d'observation. Mais elles vont dans le même sens. Une revue systématique de ces études a conclu qu'une consommation régulière de légumes verts feuillus, incluant les épinards, était associée à un risque réduit de développer une NAFLD d'environ 18%. Les nitrates naturels des épinards pourraient aussi jouer un rôle ici en améliorant le fonctionnement des mitochondries du foie, nos petites usines énergétiques, ce qui aiderait le foie à mieux gérer les graisses. C'est prometteur tout ça, mais il faut rester un peu prudent, j'imagine. Ce sont surtout des études sur animaux, in vitro ou des observations chez l'humain. Exactement, il faut garder une certaine mesure. Beaucoup de recherches sur les mécanismes précis sont encore au stade préclinique. Mais la cohérence entre ces études et les observations épidémiologiques chez l'humain, c'est quand même un signal assez fort. Et puis, il faut rappeler que ces bienfaits viennent probablement, encore une fois, de la synergie de l'aliment complet. C'est pas une pilule miracle d'un seul composant. Et on parle bien d'une consommation régulière mais modérée. Les études évoquent souvent des quantités de l'ordre de 50 à 100 grammes par jour. Pas besoin de manger des kilos d'épinards. C'est peut-être aussi le moment de rappeler, rapidement ici, qu'on reviendra sur l'interaction avec la vitamine K1, qui est importante dans ce contexte aussi. Modération et synergie, on retient ça. Bon, tout ça c'est passionnant, mais alors en pratique, dans la cuisine, ça donne quoi? Comment on fait pour intégrer les épinards intelligemment, disons, au quotidien? Est-ce qu'il y a des pièges à éviter? Oui, il y a quelques points importants à avoir en tête pour vraiment tirer le meilleur parti des épinards et éviter certains petits inconvénients. Le premier point, c'est celui des oxalates. Ah, les fameux oxalates. On entend souvent dire que ça peut poser problème, non? Pour l'absorption des minéraux, pour les reins. C'est exact. Pour les personnes qui ont une tendance à faire des calculs rénaux, spécifiquement ceux à base d'oxalate de calcium, il faut être prudent et souvent limiter les aliments très riches comme les épinards.
Mais pour tout le monde, le principal effet, c'est que les oxalates se lient à certains minéraux dans l'intestin, surtout le calcium. Le calcium présent dans les épinards est du coup très peu biodisponible, on estime qu'on n'en absorbe qu'environ 5%. Les oxalates peuvent aussi diminuer un peu l'absorption du fer d'origine végétale, le fer non imique. Ah, ouais, 5% pour le calcium. C'est un peu l'arnaque alors de compter sur les épinards comme source de calcium. Ah, et pour le faire, on peut faire quelque chose pour limiter cet effet bloquant? Oui, heureusement. Déjà, la cuisson. Faire cuire les épinards à l'eau ou à la vapeur, ça permet d'éliminer une partie des oxalates qui sont solubles dans l'eau. Il faut juste penser à jeter l'eau de cuisson, bien sûr. Et pour le faire, l'astuce géniale, c'est d'ajouter une source de vitamine C au même repas. Un filet de jus de citron sur les épinards cuits, manger un poivron rouge, une orange en dessert. La vitamine C améliore considérablement l'absorption du fer non héminique. Une étude a même chiffré ça à plus 68%. Plus 68%. Pas mal. Donc, cuire ou ajouter du citron ou autre source de vitamine C. C'est bon à savoir. Par contre, vous disiez combiner épinards crus avec d'autres sources végétales de calcium, c'est pas top. Disons que si votre objectif est de maximiser l'absorption du calcium d'aliments comme les amandes ou un tofu enrichi, manger une grosse salade d'épinards crus en même temps n'est peut-être pas la meilleure stratégie à cause des oxalates des épinards qui pourraient piéger une partie de ce calcium-là aussi. C'est une question d'association. D'accord, très clair. Deuxième point de vigilance, la vitamine K1. On a dit qu'elle était bénéfique, mais attention aux interactions. C'est ça. Oui, c'est vraiment le point crucial pour les personnes qui prennent des médicaments anticoagulants de type antivitamine K, les AVK, comme la warfarine, coumadine par exemple. Les épinards sont extrêmement riches en vitamine K1, on parle de presque 500 microgrammes pour 100 grammes crus, et cette vitamine K joue un rôle direct et essentiel dans la cascade de la coagulation sanguine. Donc si l'apport en vitamine K1 varie beaucoup d'un jour à l'autre, ça peut complètement déséquilibrer le traitement anticoagulant. D'accord. Donc ça veut dire qu'il faut bannir les épinards si on est sous AVK. Ah non, surtout pas bannir. C'est une erreur fréquente. Le mot d'ordre, c'est la stabilité. L'important, c'est d'éviter les grosses variations d'apport. Si une personne décide de manger une portion d'épinards, disons 80 grammes cuits, 1 à 2 fois par semaine, le plus important est d'essayer de maintenir ce rythme de façon régulière. Ce qu'il faut éviter, c'est de ne jamais en manger, puis de se faire une énorme platée d'un coup. D'accord. La régularité avant tout. Exactement. Et bien sûr, c'est essentiel d'en parler avec son médecin ou un diététicien qui suit le traitement. Ils pourront aider à trouver le bon équilibre et éventuellement ajuster le dosage du médicament si la consommation d'épinards devient régulière. Donc surtout pas d'éviction, mais une consommation modérée et stable. Stabilité, pas éviction. Message important. Un dernier petit point peut-être, Evelyne, la digestion. Certains se plaignent parfois, notamment avec les épinards crus. Ballonnement, ce genre de choses. Oui, ça peut arriver. C'est souvent lié à leurs fibres, notamment les fibres insolubles. Consommés crus, surtout en grande quantité, et si on ne mâche pas très bien, ils peuvent être un peu moins digestes pour certaines personnes sensibles. Dépasser régulièrement, disons 300 grammes par jour, pourrait aussi, théoriquement, à cause des oxalates, interférer un peu avec l'absorption d'autres minéraux. Donc encore une fois, la modération reste une bonne règle. Et comment on peut améliorer la tolérance? La cuisson douce, comme la vapeur, ou le mixage, comme dans une soupe ou un smoothie, ça aide beaucoup en général. Ça prédigère un peu les fibres. Et puis, la base, c'est de varier son alimentation. Alterner les épinards avec d'autres légumes verts, c'est la meilleure stratégie pour profiter de tous les bienfaits sans surcharger sur un seul type de fibre ou de composé. Parfait. Donc si on résume les conseils pratiques, modération dans les quantités, cuisson ou mixage si on est sensible, on pense à ajouter de la vitamine C pour mieux absorber le fer, un peu de bon gras pour les caroténoïdes et surtout de la stabilité dans la consommation pour les personnes sous anticoagulants AVK. Finalement, la question qui revient toujours, cru ou cuit, c'est quoi le mieux? Eh bien, il n'y a pas de réponse unique, ça dépend vraiment de ce qu'on recherche en priorité. Ah. Oui, si on veut préserver au maximum la vitamine C, qui est très sensible à la chaleur, alors les manger crus, en salade par exemple, c'est intéressant. Par contre, si l'objectif principal c'est de faire le plein de lutéine et de zéaxanthine pour les yeux, ou de réduire la teneur en oxalates, alors une cuisson douce, vapeur, sauté rapide est préférable. Ça améliore la biodisponibilité de ces caroténoïdes. Le mieux, c'est peut-être de varier, alors. Un coup cru, un coup cuit.
C'est exactement ça. Varier les préparations, c'est l'idéal pour profiter un peu de tous les avantages. Si on cible spécifiquement la santé des yeux, une portion de 70 à 100 grammes d'épinards cuits avec un filet d'huile, c'est une excellente stratégie. On sait que les bénéfices oculaires apparaissent déjà avec des apports de 5 à 10 mg de lutéine par jour et on atteint facilement ça avec cette quantité d'épinards cuits. Super, c'est très clair. Bon, si on devait faire un petit bilan de cette exploration, les épinards, c'est clairement bien plus qu'un simple légume vert. C'est un vrai concentré d'antioxydants qui travaillent ensemble en synergie. On a vu des bénéfices prouvés pour les yeux, des pistes très sérieuses pour le foie, le cœur, la tension. Et on a compris que la façon de les préparer, de les associer, c'est vraiment essentiel pour en tirer le maximum, tout en faisant attention aux oxalates et à la vitamine K1 pour ceux que ça concerne. Pas mal de aha moments sur la biodisponibilité et cette fameuse synergie. Tout à fait. Et si on prend un tout petit peu de hauteur, l'exemple des épinards est magnifique pour illustrer la puissance des aliments complets. Leurs bienfaits, ils vont vraiment au-delà de la simple addition de leurs nutriments pris séparément. C'est grâce à ces interactions complexes, cette synergie, que la nature fait bien les choses. C'est une belle piqûre de rappel sur la richesse qui se cache dans des ingrédients du quotidien qu'on sous-estime parfois. C'est une très belle synthèse. Pour conclure, est-ce qu'il y a une pensée, une question qui ressort de toutes ces sources, quelque chose qui ouvre une nouvelle porte de réflexion? Des épinards dépendent beaucoup de la concentration de certains composés clés. La lutéine, la zéaxanthine, les nitrates. Or, on sait que cette concentration, elle n'est pas gravée dans le marbre. Elle peut varier énormément selon la variété d'épinards qu'on cultive, selon les conditions de culture, le sol, l'ensoleillement, l'eau, selon le moment où on récolte, comment on stocke. Alors, la question un peu provocatrice qui se pose, c'est est-ce que nos pratiques agricoles actuelles, qui sont souvent très axées sur le rendement, la résistance, l'apparence, est-ce qu'elles préservent vraiment ou est-ce qu'elles n'altèrent pas parfois le potentiel santé réel, le potentiel nutritionnel profond des légumes que nous mangeons? C'est une réflexion ouverte, bien sûr, mais qui me semble importante sur le lien entre la façon dont on produit notre nourriture et sa qualité intrinsèque, au-delà des calories ou des vitamines de base. Quelle est la richesse réelle de ce qui arrive dans notre assiette?